Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Abouaf. Salut Emmanuelle, comment ça va ? Bonjour Olivier, ça va très bien, je te remercie, c'est un plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir vraiment partagé. Tu es là à la maison, tranquille, pour finir la semaine. Ouais, je suis très content d'être au week-end. Quand ça va être un week-end, hein ? Ouais, je comprends. Tiens, Abouaf, ça vient d'où ? C'est un nom espagnol. Ah, c'est espagnol. Ouais, c'est espagnol, ça vient d'Espagne, et puis après on est allé un peu partout dans la Méditerranée, notamment vers la Turquie et après vers la France. D'accord, donc c'est dans ces coins-là. Voilà, c'est dans ces eaux-là. C'est marrant, je me posais la question parce que tout à l'heure je t'ai demandé comment ça se prononçait et effectivement je me suis dit tiens, ça vient d'où ? Ouais, oui, mais ce sont des origines espagnoles. Donc c'est dans le coin. Ok, super. Alors je suis très content de t'avoir parce que il s'avère qu'on se connaît depuis un certain temps. En tout cas, on s'est côtoyés parce qu'on travaillait dans la même boîte. Fut un temps où on n'a pas eu trop l'occasion d'interagir. Et lorsque j'ai annoncé que j'allais lancer mon podcast, tu as gentiment envoyé un message pour savoir si j'allais faire de la transcription pour les sourds et les malentendants, c'est ça ? Mm-hmm. Et justement, c'est un vrai sujet parce que lorsque je me suis formé moi-même, on m'a dit, il faudra que tu fasses des transcriptions pour ça, pour rendre accessible le podcast pour l'ensemble des personnes. Et j'ai trouvé intéressant de t'inviter pour mieux comprendre ce que ça change pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes, le fait d'avoir accès à ces éléments, ces transcriptions. Et donc, je pense que t'es la meilleure personne pour m'expliquer tout ça. Mais avant de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je peux tout à fait me présenter. Donc, je suis sourde de naissance suite à une maladie qui s'appelle le cytomegalovirus, qui est une maladie qu'on attrape pendant la grossesse. Ok. Et du coup, à ma naissance, donc j'ai eu cette maladie et on a détecté ma surdité à l'âge de 18 mois. Ah, très tôt alors quand même. Oui, en fait, le CAV, c'est une maladie neurosensorielle qui peut toucher la vue, l'ouïe ou le cerveau. On peut dire que j'ai eu quand même de la chance parce que le CAV, je l'ai attrapé en fin de grossesse. Ouais. Mais si on l'attrape en début de grossesse, ça peut être plus grave. D'accord. Et j'en parle parce que c'est vraiment important. Le CAV, c'est une chose qui s'attrape facilement par la salive des enfants. Et souvent, les mamans qui sont enceintes ne sont pas forcément au courant. Il n'y a pas suffisamment de sensibilisation autour de CAV, même 30 ans après. Alors, c'est une chose qui devrait être connue et il n'y a pas de vaccin à l'ordre du jour. D'accord. Donc, c'est un sujet auquel je parle ouvertement, sans tabou. C'est important et merci de partager tout ça. Et donc, de ce que tu dis, c'est une maladie qui aujourd'hui n'a pas de traitement à part entière. Non, et c'est une maladie qui touche beaucoup de bébés dans le fœtus. Et donc, les conséquences qui vont avec sont plus ou moins graves selon le moment où on l'a attrapé. Ouais. Et c'est vrai, c'est pas évident pour les familles, pour la personne qui a eu le CAV de vivre avec cette maladie. J'ai eu beaucoup de chance, on va dire, parce que ça a touché mon audition et un peu ma vue. Un petit peu la vue aussi alors. Oui, j'ai eu un strabisme qui a été corrigé par une 2 opérations, j'ai fait quelques années. Et j'ai la cataracte précoce suite à la CAV. Donc, 30 ans après, ça continue à me suivre. Ah oui, je comprends. Donc, ça touche quand même plus à court, moyen terme. Et donc chez Bon Espoir, un jour on trouvera un traitement pour guérir cette maladie, mais on n'est pas là aujourd'hui. Donc, si on peut faire de la prévention, c'est déjà ça. C'est important. D'accord, super. Merci pour ce démarrage. Au moins, ça pose les choses. Est-ce que tu peux nous dire également un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, je suis développeuse depuis 2012, donc ça fait 12 ans. Ça ne rajeunit pas, tout ça. Voilà, ça passe très très vite. J'ai pas vu les années passer. J'ai fait un parcours tout à fait normal, dans une scolarité normale, avec des aides de l'État, de l'Institut national des jeunes sourds pour pouvoir suivre les cours, comme tout le monde.
mais avec des personnes qui étaient là pour m'aider à suivre. Et ensuite, je suis pas née dans l'informatique comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ok. J'ai découvert mon premier ordinateur, j'étais ado. Je devais avoir 10-12 ans, voilà, et c'était la première fois que je découvrais un ordinateur. Et avant ça, je voyais ma sœur qui passait tout son temps au téléphone à discuter avec ses copines. Et moi, je pouvais pas faire la même chose qu'elle. Et forcément, ça me frustrait un peu. J'étais obligée de passer par ma mère pour qu'elle puisse téléphoner à mes copines parce que je voulais les voir, etc. Ah, et oui, c'était pas... C'est une grande sœur ou une petite sœur? Une grande sœur. Une grande sœur. Ouais. Une sœur aînée de 2 ans de plus que moi. D'accord. Et elle n'a pas eu la maladie? Non, je suis la seule sourde de la famille. Ok. Parce que j'ai eu CMV, voilà, c'est une maladie qui m'a rendu sourde. Donc, c'était quelque chose que personne ne connaissait la surdité. Donc, Oui, ok. tout le monde a appris ça sur le tas. Et quand j'ai eu pour la première fois un ordinateur que mon père a acheté, ça m'a fait découvrir MSN, qui m'a permis de discuter, de chatter avec mes copines pendant des heures. Ah, ça y est. Et c'est là où j'ai eu une révélation, je veux travailler dans l'informatique. Et à la suite de ça, j'ai eu un parcours d'études axé sur l'informatique en faisant un lycée, un bac tertiaire, un bac STT informatique de gestion, suivi d'un BTS informatique de gestion et puis 3 ans d'école d'ingénieur. Là où j'ai rencontré en 3e année, qui est ma première année d'école d'ingénieur, qui est en fait ma 3e année d'études, rencontré les dirigeants de CNT Service qui s'appelait avant d'être Oud. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'étapes. C'est ça. Et du coup, j'ai fait mon stage là-bas. Et après, j'étais partie vivre à Bordeaux parce que j'avais eu beaucoup de mal à suivre les cours à Paris. On était trop nombreux. Et moi, je voulais une classe plus petite. Je voulais une classe plus petite et ça m'a permis de suivre les cours plus facilement. D'accord, donc en fait, CLT Service, c'était un stage au départ. Oui, c'était un stage en alternance. J'allais une fois par semaine chez CLT Service où j'apprenais à coder et je faisais corriger des bugs, mais c'était déjà pas mal. Ouais, mais c'est intéressant. Je savais pas du tout que tu y étais en stage. Et après, tu as été embauché. Alors, pas tout de suite. Ah, pas tout de suite, ok. Pas tout de suite. À la sortie de mon école, j'étais d'abord embauchée par une grande entreprise. Ouais. J'étais contente d'avoir tout de suite un CDI après 6 mois après ma sortie. Et on va dire, ma première expérience a été un peu délicate parce que dans le sens où on m'avait embauché pour mon handicap pour remplir le quota. Le quota, ah oui, ok. Mais ils n'avaient pas mis les choses en place pour t'accueillir. Non, ils me formaient pas. Je codais, mais j'apprenais à l'école, mais voilà, j'avais pas une structure d'accompagnement et personne qui me suivait. J'avais codé, mais c'est tout. Et puis j'ai fait une mission très très loin de chez moi ou très à l'écart dans une boîte industrielle où je voyais pas la lumière de jour, donc c'était assez c'est incroyable ça, les environnements comme ça. C'était vraiment un approche intéressant, mais je me sentais complètement déphasée, complètement confuse parce que mentalement c'est difficile de ne pas voir la lumière du jour et de travailler dans ce genre de conditions. Et j'ai fait ça 6 mois et après j'étais en intercontrat et on me donnait plus rien, on se préoccupait pas de moi. Ouais. Et je demandais au chef de projet, mais il était aux abonnés absents. Donc moi, je voulais pas rester à rien faire, ça m'intéressait pas. Ouais. Et entre-temps, il y a Damien qui m'a contacté pour avoir des nouvelles et je lui ai dit je suis dans une boîte où je faisais rien, j'apprenais rien. Et Damien m'a dit viens chez nous. Ah, c'est super. C'est une vraie main tendue qui a été faite à ton égard. Ouais, je suis restée 6 ans là-bas. C'était une de mes meilleures années avec Pierre Léonel et Jérôme qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont formé, qui m'ont permis d'être la développeuse que je suis aujourd'hui en partie. Et que l'on salue en passant. Ouais. On les salue et je m'en souviens très bien d'eux. C'était un grand plaisir d'avoir travaillé avec eux. J'ai beaucoup appris avec eux et aussi auprès des collègues Damien et Dovi. Plein de gens, c'était vraiment une expérience très riche. Et j'ai eu un rêveur en Oud a décidé de fermer le pôle de développement parce que j'étais bien.
Même si parfois j'étais un peu isolée, dans le sens où j'étais la seule fille de l'équipe et aussi la seule personne sourde de l'équipe. Ouais, Donc je c'est comprends. pas toujours évident à gérer. Il y a 2 critères différenciants. C'est ça. Et n'empêche, c'était même une très très bonne expérience. Et Damien, justement, il m'a aidé à trouver mon nouvel emploi. Il a fait appel à son réseau et il m'a présenté son ami Damien. Comme quoi, les Damiens se connaissent. Voilà. Et j'ai atterri chez D-Hub et je suis restée 4 ans. Et là où j'ai énormément appris également. Et C'est quoi comme société? c'est une ESN, une petite ESN. J'ai Aussi, fait alors, des ok. ESN, c'est vraiment là où je me sens bien. Parce que je préfère travailler en petite équipe avec des collègues proches. Parce que les grandes entreprises, ce sont les hiérarchies, les groupes, il y a beaucoup de monde, je connais pas forcément tout le monde. Ouais. Voilà, et moi je voulais garder cette proximité. Et ça me dérange pas de faire des missions pour les grands groupes. Néanmoins, je garde relation avec mes collègues Avec tes collègues dans la boîte. Ouais, Ouais, je voilà. comprends. Et ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'était les dispositions que les entreprises mettent à ton service. Ça veut dire que tu disais la première boîte qui t'avait embauché pour le quota, donc ils t'ont embauché, ils étaient contents, ils avaient coché une case, mais ils s'étaient pas occupés de toi et en plus tu étais dans une cave où il n'y avait pas de lumière, hein. C'est ça que je me rappelle. Mais justement, chez Good, par exemple, en tout cas chez CLT Service à l'époque, qu'est-ce qui a été mis en place qui a fait que justement tu as senti que pour toi c'était différent? Bah déjà parce que je connaissais les managers, Ouais. j'avais fait mon stage chez eux, donc je les connaissais, ils étaient tous bienveillants, gentils, ils me formaient. Je savais que j'allais apprendre mon métier. Et je n'ai pas été déçue, hein. J'ai vraiment appris mon métier, appris la qualité du code, appris l'importance du fonctionnel. J'ai fait des missions vraiment auxquelles j'ai réussi, mais aussi des missions où c'était difficile, mais ça a fait façonner mon expérience. Et le fait d'avoir appris aussi auprès des seniors ont pu, j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai, au début, ça n'a pas été évident dans le sens où j'avais beaucoup de mal à suivre les réunions. Ouais, forcément. Parce que lire sur les lèvres, je sais lire sur les lèvres, mais lire sur les lèvres pendant des heures où tout le monde parle parfois en même temps très vite, donc faire des efforts, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut réussir à suivre avec les yeux tous les gens en plus en même temps. C'est ça. Et donc, effectivement, c'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on n'a pas le handicap en lui-même. Donc, toi, avec ce handicap-là, ce qui était important, déjà, c'est quoi? C'est qu'on parle doucement. Ou est-ce que la vitesse a une importance ou pas? La vitesse a son importance parce que si on parle très vite, je sais pas, dans lire sur les lèvres. Oui, forcément. Et on n'est pas les gens, on doit s'adapter, apprendre à apprivoiser la voix de la personne, le débit de la personne, en être autour des lèvres, sa façon de parler. Donc, voilà, c'est une charge mentale tu fais pour essayer de suivre la personne et s'adapter. Et c'est vrai, au début, comme j'étais jeune junior, je ne disais rien parce que j'avais peur d'être jugée. On me dise, fais des efforts, on en fait pour toi, voilà. Et du coup, c'est vrai que comme j'étais jeune, je connaissais pas mes droits au niveau en tant que travailleuse handicapée. Donc, je prenais beaucoup sur moi. Ouais. Et à bout d'un moment, j'avais demandé de l'aide de quelqu'un pour m'aider à suivre les réunions. Et la première réaction de mes managers, c'était mais pourquoi? Tu arrives très bien à suivre, hein, tu comprends, tu suis très bien, voilà. C'est marrant de voir la réaction des gens par rapport à ce que tu faisais. Et je pense que c'est qu'on se rend pas compte de l'effort que ça te nécessitait. Puis toi, à l'époque, tu voulais faire belle impression, tu disais rien, mais ça se trouve, c'était extrêmement difficile pour toi pour suivre tout ça, quoi. C'est ça. Et au bout d'un moment, j'étais de plus en plus fatiguée. Et, je me disais, il fallait que je réagisse un peu. Et ils n'ont pas voulu au début répondre à ma demande, jusqu'au jour où il y a eu un séminaire de 2 jours. Et je me suis dit, 2 jours pour lire sur les lèvres. Combien de personnes? Et surtout combien de personnes? Je dis, oula, ça va être compliqué. Donc, j'ai leur posé un petit peu un ultimatum. Désolée, Damien. Et Damien a été compréhensif. Je lui ai dit, ok, on va faire venir un. Et là, il me dit, mais Emmanuel, tu participes, tu poses des questions pertinentes, tu comprends tout, tu es interagi, tu es vivant, voilà.
Je dis, oui. En fait, aussi, je peux l'être, oui. Oui, je peux l'être si il y a un qui m'aide à suivre les réunions. Alors, c'est marrant, ça. en l'occurrence, c'était une interprète, non pas en langue des signes, mais Okay. en langue parlée en PT. La LPC est un autre moyen de communication utilisé pour les personnes sourdes et malentendantes, Ok. qui est un accompagnement à la lecture labiale. Ok. Parce que il y a des mouvements d'élèves qui sont identiques et on fait une suppléance mentale pour déchiffrer si c'est le M, le B ou le P. Par exemple, quand je dis papa, mama, on entend 3 sons différentes, mais la lecture labiale Ouais, effectivement, c'est assez similaire. identique. Et donc la LPC, elle va permettre avec ces clés de faire la différence. Et on appelle une odeuse LPC. Voilà. Ok, donc c'était cette personne, donc moi j'ai dû croiser effectivement dans le passé. Et c'est marrant parce que donc moi à l'époque, j'ai pas dû faire trop gaffe. On se côtoyait pas tant que ça, nous dans nos domaines respectifs. Mais c'est fou de voir la différence que ça a eu pour toi. Le fait qu'il y ait une personne en plus, qui finalement peut-être avec ce petit temps de retard, parce que le temps qu'elle te retransmette la chose, t'a permis à toi de pouvoir te révéler aux yeux des autres. Oui. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, juste avant, tu vois, te dire, là, c'est plus possible, il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi, ou il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Je sais pas si tu avais tout de suite une idée de quelqu'un qui devait être là, ou s'il y avait des systèmes qui existaient pour t'y aider. Je me rends pas compte. Moi, j'avais toujours un pendant mes études et oui, ça d'accord. me semblait normal. Ça continue pendant ma vie professionnelle, mais sauf que je savais pas comment ça se mettait en place parce que on met en place, elle est totalement différent de la vie professionnelle en entreprise. Et je connaissais pas du tout mes droits, je connaissais pas la GFIP, même si j'avais la RUTH, j'avais une information qui me permettait de savoir comment mettre tout ça en place. Et j'avais mes parents qui me disaient, mais tu sais, t'as le droit de demander. Et moi, je n'osais pas. Ouais. Parce que je débutais de ma carrière, je voulais pas être un poids, je voulais pas déranger, voilà. Mais un jour, j'ai osé demander parce que ça se ressentait un peu sur mon travail. Ouais, ça se ressentait comment? Je faisais beaucoup répéter, je ratais beaucoup d'informations. Oui. Mm-hmm. Et mes collègues me regardaient, me disaient, mais on l'a déjà dit, on en avait parlé, tu te souviens? Donc, forcément, dans la communication, ça se ressentait, ça a énervé un peu tout le monde de se faire répéter. Et même si on prenait, je pouvais pas tout comprendre. Donc, voilà, c'est ça, cette situation impactait tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté de manière générale, et j'en fais partie aussi, hein, de se mettre dans les chaussures des autres lorsqu'on ne le vit pas. Ça veut dire que si on le rappelle pas de manière récurrente, on peut facilement oublier, surtout parce que tu as eu l'habitude et la capacité de le faire, à te fondre dans le paysage pour éviter d'imposer, on va dire, la surdité que tu as aux autres. Mais du coup, c'est pareil, là, moi, je te parle, tu m'aurais pas dit, voilà, je suis atteinte de surdité, je me dis, elle me comprend, en fait, elle m'entend, est-ce que j'ai un effort à faire ou pas, je me rends pas compte, tu vois. Et c'est la difficulté, et je trouve que le courage que tu as eu, c'est ça, c'est déjà de demander quelque chose pour toi. Et bon, il s'avère que tu étais entouré de gens qui étaient prêts à le faire, même si tu l'as dit, au début, ils n'ont pas voulu. Oui, parce qu'ils ont pas compris l'impact ils avaient besoin. Et ils ont vu pendant le séminaire la différence. Et cette personne qui était là, on a profité pour sensibiliser mes managers. Aurélie leur avait expliqué tout ce que j'avais déjà expliqué moi-même. Mais des fois, entendre d'une personne extérieure, ça fait pas mal boucher les choses. Ça fait aussi remettre les choses en perspective. Et surtout, ils ont vu mon comportement ce jour-là, le fait que j'étais totalement différente et je participais davantage. Et à la fin, ils sont venus me voir, écoute, si tu as besoin de quelqu'un, tu l'as fait venir, il n'y a pas de souci. Ah mais c'est super. Il y a 2 points qui me paraissent importants là, dans ce que tu dis. La première chose, c'est il y a le séminaire qui est arrivé. Au départ, ils étaient pas tellement pour, parce qu'en fait, ils comprenaient pas. C'était pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils comprenaient pas, hein, de ce que j'entends. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même accepté d'investir pendant le séminaire pour voir. On peut dire, je leur ai pas donné le choix. Ah mais oui, c'est vrai, il y avait l'ultimatum. J'avais oublié. L'ultimatum parce que ils ont dit que le séminaire était obligatoire à tout le monde et j'ai un petit peu, on va dire, menacé de ne pas venir si on faisait pas venir la O2LPC. Parce que 2 jours, c'était beaucoup pour moi. Oui, déjà, non seulement 2 jours avec le nombre de personnes qu'il y a, ça devait être une 30aine de personnes, 40aine de personnes, je pense, hein, quelque chose comme ça.
avec un ensemble d'interactions qui est quand même récurrente, c'est-à-dire que tu es tout le temps avec les gens, avec potentiellement des activités, avec des choses où il faut discuter avec les gens de manière sérieuse. Moi qui me souviens des séminaires un petit peu, c'est vrai que c'est pas évident, même pour les gens qui n'ont pas le handicap, des fois c'est fatigant. Alors j'imagine que pour toi, ne serait-ce que de l'imaginer, c'était déjà fatigant. C'est tout à fait ça, surtout il n'y avait pas l'intelligence artificielle à l'époque. Donc les moyens étaient vraiment limités et je suis bonne en lecture j'entends bien grâce à mes implants OR. Mais de rien, ça demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie à suivre les réunions, à prendre les relais et surtout en interaction, les repas, c'est très bruyant, c'est fatigant. Donc chez un, ça me permet d'économiser mon énergie pour d'autres choses. Bah c'est super parce que donc ça c'était le premier point que j'avais en tête. Et le deuxième, c'est la différence que ça a déclenché pour toi pour être un peu plus présente avec tes collègues. Est-ce que tu as un souvenir de ce que les gens ont pu te dire au-delà de « Ah, t'es vivante », etc. Un souvenir de ce que ça a changé pour eux, le fait qu'il y ait cette personne et de te voir différemment? Oui, le jour où j'avais donné des remarques pertinentes. Est-ce que tu le faisais pas avant? Je sais pas. Mais ce jour-là, au séminaire, ça m'a marqué parce que je n'arrêtais pas de poser des questions. Chose que je faisais pas, je posais des questions avant, mais c'était souvent après les réunions, parce que pendant les réunions, je prenais le temps de digérer l'information, de traiter l'information, de prendre des notes en même temps, parce qu'il n'y avait pas les introduits à l'époque, donc il fallait gérer beaucoup. Et c'est vrai que là, le fait de pouvoir interagir en temps réel, ça m'a permis de me rendre compte que je n'avais plus de train de retard par rapport aux autres. Je me sentais enfin moi-même. Et ce jour-là, j'ai compris que je pouvais tout à fait participer à la vie de l'entreprise, proposer des idées que j'avais. Et parce que j'aimais beaucoup la boîte, c'était une belle boîte avec des collègues bienveillants, très sympathiques. Tu faisais tout pour que je me sente bien, et on se sente bien des uns et des autres. Tu as de belles valeurs humaines. Une question qui me traverse l'esprit, en vrai j'en ai deux, mais du coup la deuxième je la garde un petit peu pour après. C'est du vrai direct, ça veut dire que il y a quelqu'un qui parle, donc la personne qui t'aide, elle te le retransmet d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire qu'elle arrive quand même à te retransmettre quelque chose à une temporalité qui est suffisamment proche pour que tu puisses réussir à poser une question et que dans le discours, ce soit encore dans la thématique, etc., quoi. Oui, s'il y a une décalage de 1 ou 2 secondes. Ouais, c'est impressionnant. C'est quasiment en temps réel. L'interprétariat en LPC, c'est vraiment quelque chose qui permet de restituer l'information en temps réel. Et donc, elle le fait sans la voix avec du code LPC. Et moi, j'ai la formation en direct et je peux interagir tout à fait normalement avec tout le monde. Donc, 1-2 secondes, ça va très vite. C'est incroyable comme compétence. Oui, c'est un vrai métier. À part, il existe le ODPC est un moyen de communication qui existe depuis les années 80, qui est pas très connu, mais pourtant qui est vraiment très utile parce que ça permet d'avoir accès directement à la langue française, contrairement à la langue des signes qui est vraiment une langue à part entière. Oui, avec la langue des signes, on peut accéder en français, mais autrement. Ouais, je connais pas du tout. Oui, la langue des signes qui n'est pas un langage, on dit pas langage des signes. En passant, on dit une langue des signes parce que c'est vraiment une langue à part entière avec sa propre syntaxe, sa propre construction de la langue, et son propre vocabulaire, son propre conjugaison. Donc vraiment, il faut des années pour apprivoiser la langue des signes, tandis que le HUD LPC, ça, on l'apprend une semaine, et puis il faut une semaine pour s'habituer, pour avoir la fluidité. Ah oui, c'est très rapide. Oui, c'est très très rapide. Et c'est quelque chose que toi tu as appris en étant plus jeune, c'est ça? Oui, quand j'étais enfant et j'ai appris ça, je devais avoir 5-6 ans. Et parce que mes parents, ils voulaient que je sois élevée dans l'oralisme pour pouvoir communiquer avec les personnes entendantes de manière normale. Pour t'insérer aussi de manière plus facile. Et le problème, on est une personne sourde si on n'a pas accès au langage directement. Parce que on est sourd ou sourde, on n'entend pas forcément et du coup, le langage, elle se fait pas par le son. C'est vrai qu'on dit souvent que la langue maternelle, elle se développe parce que les enfants, ils entendent, ils reproduisent les sons. Et grosso modo, c'est comme ça qu'ils apprennent la langue. Mais du coup, toi, tu entendais un petit peu, mais pas tout, c'est ça? Alors, il existe plusieurs degrés de surdité.
Et je vais pas tout écrire, mais moi, je suis née sourde. J'avais une surdité, on appelle une surdité sévère, qui veut dire que sans appareil, j'entendais un petit peu. Ok. Sans appareil classique. Et à l'âge de 8 ans, ma surdité a de nouveau chuté brutalement d'un seul coup du jour au lendemain. J'entendais plus rien avec mes appareils classiques. Ah oui. Et donc, entendre de dire l'acquisition du langage n'a pas été facile. Parce que aussi bien on est jeune enfant, on a l'acquisition du langage se fait pendant toute la scolarité maternelle primaire, Ouais. avant d'entrer au collège lycée. Donc dans ces contextes-là, ça n'a pas été évident et avoir appris le code LPC à l'âge de 5 ans m'a permis quand même de pouvoir communiquer avec mes parents qui connaissaient ce code. Mais à l'école, c'était une autre affaire. Ouais, j'imagine. Et puis, à 8 ans et demi, on avait pris la décision de je me fasse implanter, donc d'avoir un implant OER Ouais. qui remplace les appareils classiques. En fait, un de mes nerfs auditifs, son output ne fonctionne pas. Ouais. Le seul moyen, c'est de mettre des électrodes qui vont jusqu'à la oreille pour stimuler le son. Ok. Les électrodes vibrent au sein de jusqu'à la oreille et les vibrations se transforment en fréquence Hertz. Et pour ça, il faut subir une opération. Ah oui, c'est plus lourd que juste avoir un appareil. Voilà. Et il fait, j'aime bien dire, j'entends un peu par la tête. Le son, il passe pas par les conduits auditifs, mais il passe par un aimant. Donc, j'ai une prothèse externe qui relais est montée à mon aimant interne. Et ces électrodes-là, ils sont programmables par l'audioprothésiste. Ok. Et donc, chaque année, je me fais régler par l'audioprothésiste pour m'assurer j'entends toujours aussi bien. Donc, ouais, avec le tournevis, là, il règle. J'aime bien dire, je suis un peu bionique avec ces implants. Et maintenant, oui, j'en sûr. ai 2. En plus, 2 fois plus bionique. Voilà. Ouais, super. La deuxième question que j'avais, je te la pose maintenant avant qu'elle s'en aille, c'est ça coûte combien d'avoir une personne qui vient? Parce que forcément, ça a un coût pour l'entreprise de dire, voilà, j'ai quelqu'un qui vient. J'ai une curiosité de me dire, mais en fait, ça coûte combien? Parce que quand on voit l'impact que ça a pour une personne comme toi dans un séminaire comme ça, voilà, en gros, c'est la question que j'avais. Est-ce que tu as une idée ou pas? En fait, en tant que personne qui a UTH, Ouais. mes frais d'aménagement de poste sont pris en charge par la CHFIP. Ah ok, d'accord. Donc, En plus. ça veut dire que l'entreprise n'a rien à payer, sous audition, bien évidemment. Ouais, ok. Donc, c'est dans mes droits de demander à l'entreprise de m'aménager mon poste, de faire appel à des interprètes pour pouvoir suivre des réunions, d'installer des logiciels spécifiques et tout ça. Et c'est vrai, c'est un coût pour l'entreprise. Et ce coût-là, en fait, il est remboursé par la CHFIP. D'accord. Mais du coup, c'est quoi le blocage alors? Je veux dire, le blocage, il est où si en fait, il n'y a pas vraiment de coût pour l'entreprise? Non, il n'y a pas de coût pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui les empêche de le faire ça? C'est juste parce qu'ils n'avaient pas compris, c'est ça, au départ? Oui, ils n'avaient pas compris. En fait, comme je t'ai dit, je connaissais pas du tout mes droits. Ah oui. Et l'entreprise non plus connaissait pas les droits parce qu'ils n'avaient jamais embauché de personnes handicapées jusqu'à moi. Ah oui. Et même aujourd'hui, accéder à ces informations, c'est pas évident parce que c'est un peu dispersé. Et on arrive sur le marché du travail en tant que jeune junior, on n'est pas informé de nos droits. Et c'est ça qui manque. Et si j'avais su, j'aurais pu dire à l'entreprise, mais vous avez rien déboursé. Et c'est ça qui m'a fait hésiter parce que je voulais pas ils prennent en charge en plus mon handicap parce que je savais que ça allait coûter un peu cher et je voulais pas que ça ait un impact sur leur trésorerie. Et c'est tout à ton honneur. C'est à ton honneur en tout cas. Mais c'est vrai que ce que je trouve fou, c'est non seulement ça coûte pas à l'entreprise, soit tant mieux, mais en fait c'est qu'on le sait pas. C'est-à-dire que toi-même qui es dans la situation, déjà t'avais pas forcément l'information. Alors forcément des gens qui sont pas dans ton monde, c'est impossible d'avoir l'information s'ils n'ont pas cette volonté d'aller chercher l'information quelque part, quoi. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je suppose, ce sont des informations que les gens n'ont pas. Et donc, il y a plein de gens qui sont dans la situation d'une surdité, voilà, à différents niveaux, qui peut-être comme toi au début, font avec pour rester, on va dire, en inclusion avec les autres.
mais qui peuvent souffrir énormément sans savoir que ça existe. Complètement. On nous dit souvent, oui, vous passez par la MDPH pour avoir la UTH, ça va vous aider. Mais derrière, on ne sait pas à quoi ça va réellement servir la UTH. Et le droit, on peut prétendre avec ce papier. Moi, tout ce que je savais, c'est que avec la UTH, mon handicap serait pris en honte. Mais je savais pas comment. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on essaie aujourd'hui. Les sites n'étaient pas forcément aussi à la pointe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'information, elle est là, mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas franchir le pas par peur d'être jugées par méconnaissance ou par peur de discrimination, parce que malheureusement, en 2024, il y a des situations de discrimination pour les personnes handicapées. Et beaucoup ne veulent pas mettre leur handicap en avant parce que c'est pas, on n'est pas seulement notre handicap. Hein. Il faut pas qu'on soit embauché pour notre handicap parce qu'on a aussi des compétences. Pas comme l'autre boîte qui voulait juste remplir ses quotas. Ouais. Et je connais pas mal de personnes handicapées qui justement se retrouvent au placard et sans perspective d'évolution. Alors on l'a évolué et ils demandent des subventions pour financer les formations, mais avec l'accessibilité. Beaucoup d'entreprises leur disent, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget, on a tout mis dans vos aménagements de poste, ou enfin, etc. Il y a plein de raisons qui font. Ça dépend des entreprises. Voilà, il y a beaucoup de. En fait, l'argent, c'est une nerf hier. Ouais, malheureusement, un peu partout. Hein. Et encore, en France, on a beaucoup d'aides. C'est juste qu'on le sait pas. On le sait pas. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que j'essaie de sensibiliser à mon niveau les personnes pour éviter à reproduire le même parcours j'ai, pour leur expliquer il faut pas avoir peur de demander, il faut pas hésiter à solliciter de l'aide auprès des instances. Les médecins du travail peuvent vous aider à mettre en place. Et c'est pas évident parce qu'il y a même des médecins qui sont pas forcément sensibilisés au handicap. Donc des médecins qui sont pas sensibilisés. Et il y a des DRH qui sont pas sensibilisés non plus au handicap parce que dans leur formation DRH, il n'y a pas des cours sur la politique du handicap. Et ouais, à chaque fois, dans chaque boîte où j'étais, même ma nouvelle boîte Chodo, ils ont appris sur le tas. Parce que les DRH avec qui j'ai travaillé, chez des Hub, chez Oud et aujourd'hui chez Chodo, ils savaient pas une démarche, il fallait faire comment faire parce qu'ils ont pas appris pendant leur formation. Et ça, c'est très surprenant parce que ça rentre quand même dans le cadre de la politique d'inclusion, Tout à fait. De leur métier de DRH. On parle beaucoup d'accueillir tout le monde, mais si on n'enseigne pas comment on peut mettre en place ces choses. Bah, c'est exactement ce que tu dis, hein. C'est que c'est facile de dire aux gens de faire ça, mais si on les accompagne pas un petit peu sur OK, mais comment est-ce qu'on met en œuvre des choses pour accueillir justement ceux qui n'ont pas le trajet, on va dire, habituel des autres, standard, si je puis dire, hein, même s'il n'y a pas de parallèle à côté. Mais justement, la question qui me venait à l'esprit, donc j'en ai une autre qui est plutôt encore sur le séminaire, mais je te la poserai après. La question que j'ai maintenant, c'est, tu dis que tu voulais sensibiliser les gens qui ont un peu les mêmes problématiques que toi à oser demander, etc. Tu le fais comment aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je fais à travers des podcasts, à travers mes articles, des conférences que je donne, et puis du mentorat. Il y a la nouvelle génération qui arrive sur le marché, et c'est important pour moi de montrer qu'il y a des personnes handicapées qui travaillent notamment dans la tech, dans mon secteur, de tech, et il y a des moyens qui existent, c'est possible, voilà, de les aider pour pas qu'ils rencontrent des difficultés comme j'ai eu moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de possibilités. Seulement, je n'avais pas de rôle de modèle. Oui, effectivement, t'avais personne, t'as dû t'en sortir seul. Voilà. Avec l'aide des personnes que je connaissais, enfin, de mon entourage, de mes proches, j'ai eu la chance même d'être bien entourée pour arriver juste ici. Je me sens même privilégiée parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'être accompagné, d'être entouré. Ouais. Donc ça fait maintenant 2 ans je fais ce genre d'intervention et franchement je le fais avec plaisir parce que c'est important pour moi que les personnes handicapées puissent avoir leur place
soit leur secteur d'activité et puissent travailler avec tout le monde en ayant des aménagements de poste. Et c'est vrai, on vit des moments difficiles, soit le contexte, parce que les budgets, on réduit drastiquement les budgets. Ouais, comme tout. Hein. Donc, on essaie de faire avec, donc de trouver des astuces, de les accompagner, de donner des conseils. Et vraiment, je milite pour qu'il y ait davantage de personnes handicapées dans la tech et aussi des femmes dans la tech, parce que à l'heure du numérique, on manque cruellement ces profils-là Effectivement, ouais. Pour avoir des équipes diversifiées, pour avoir des produits diversifiés, inclusifs. On parle beaucoup d'inclusion. Si on fait des efforts d'inclusion, ça commence par embaucher des personnes concernées pour créer des produits inclusifs. Ouais, tout à fait. Ouais. Sinon, on fait des choses, on dit qu'on est inclusif, et puis en fait, derrière la machine, il n'y a rien d'inclusif. Donc, difficile d'être cohérent avec ça. Je me posais la question, justement, parce que tu disais, le langage, c'est quelque chose qui était difficile pour toi, de par ton parcours. Et en fait, quand là, on est ensemble à faire du podcast, lorsque tu fais des conférences, lorsque tu fais toutes ces prises de parole, c'est le langage que tu utilises pour essayer d'impacter les gens. Qu'est-ce qui a déclenché la volonté chez toi de dire en fait, je veux impacter d'autres gens à l'extérieur? Parce que tu vivais ta vie, tu n'avais pas de modèle particulier, donc dur de t'inspirer de personne. Qu'est-ce qui t'a dit maintenant, voilà, je veux voir plus grand aussi? Moi, j'en ai chié, entre guillemets, et maintenant, je veux aussi faire profiter de mon parcours à d'autres. Un peu par accident, on va dire. En fait, j'avais commencé tout petit, j'avais commencé par Paris Web, qui était le premier événement, qui m'était complètement accessible. Ok. Et la première fois que je suis allée à Paris Web, c'était grâce à une amie très proche, Sophie, qui est sourde comme moi. Et tu m'as dit, mais viens à Paris Web, tout est sous-titré, tout est interprété en langue des signes, viens, tu seras la bienvenue, tu arriveras totalement à suivre. Et j'ai découvert tout un monde numérique qui m'était là totalement inaccessible, et de rencontrer des gens, de découvrir des sujets, et je pensais pas possible d'accéder. Et j'avais vu, c'était au début de ma carrière, c'était un an après mes débuts. En tout cas, ma question, c'est sur des exemples de sujets, parce que tu disais, il y a des sujets, j'avais l'impression que ça pouvait pas m'être accessible. Est-ce que tu as des sujets comme ça qui te viennent en tête? Souvent, les événements on est aujourd'hui, ils n'étaient pas accessibles, sous-titrés, donc j'en avais vaguement entendu parler, mais j'y allais pas parce que il y avait pas les moyens pour moi de suivre dans de bonnes conditions, parce que souvent les conférences c'est des environnements très bruyants, des speakers qui parlent très vite, donc lire sur les lèvres toute la journée. En plus c'est très loin des fois, donc voilà. Donc dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça demande beaucoup d'énergie de suivre des conférences. Et donc le fait que Sophie m'a dit et Paris Web était accessible, ça m'a permis d'accéder à des connaissances auxquelles je pensais pas avoir. Et ce jour-là, je voyais Sophie monter sur l'estrade, oser faire un lightning talk. Je fais, mais Sophie parler devant un public, mais comment elle fait? Je me souviens ce jour-là, je me dis, mais j'aurais été incapable à sa place. Et Sophie, elle m'a dit un jour, mais si un jour toi tu y arriveras. Comme quoi? Et l'année après, j'ai donné mon premier atelier, donc c'était vraiment un premier vraiment très restreint. Et puis après, j'ai commencé à donner une petite conférence, toujours à Paris Web. Ça veut dire quoi, petite conférence pour toi? Dans des petites salles, pas dans des grandes salles. Hein. Okay. C'est au moins c'était vraiment 30 personnes, 60, c'est voilà, tout. Et puis Paris Web, je me sentais à ma maison, tout le monde est bienveillant, tout le monde est allé où, parce que justement Paris Web est très réputé pour son inclusion, pour l'accessibilité, pour la bienveillance. Voilà, tout le monde est le bienvenu à Paris Web, et soit notre milieu, notre secteur d'activité, notre métier, et soit notre, j'aime pas le mot étiquette, mais n'importe où on vient en fait. Ouais. Quand tu évoques le terme accessibilité, parce que bon, tu es bien plus spécialiste que moi dans le sujet. Moi, j'entends en tout cas à minima, donc interprète, donc soit signe, soit un DLPC, oui. Et les sous-titres. Oui. Pour moi, pour les personnes sourdes, c'est principalement ça. Ok. Mais l'accessibilité, ça ne concerne pas les personnes sourdes et malentendantes, ça concerne aussi les personnes handicapées.
Il faut savoir, en France, aujourd'hui, 12 millions de personnes sont concernées par le handicap. Ils représentent quand même 15% de la population française. On se rend pas compte, hein. Énorme. Mm. Et l'accessibilité, ça peut passer par le marquage au sol pour les personnes et malveillantes qui viennent avec leur chien guide, leur passer des programmes en braille, ou les diriger vers les bons endroits, ou les lieux qui sont publics pour les personnes en fauteuil roulant, s'assurer que les sites internet sont accessibles. C'est un terme très, très vaste. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus vaste qu'on pourrait le croire. Voilà, c'est très, très vaste. L'accessibilité, c'est pouvoir faciliter l'accès à un endroit, à un site, À une information, c'est à ça? une information sans blocage, sans qu'on fasse d'efforts. Ouais. Donc, c'est ça l'accessibilité. Et au final, l'accessibilité, ça concerne tout le monde. Parce que on voit un texte, il est trop petit. Ouais. Les personnes qui ont des lunettes, ils vont pas voir le texte correctement. Ils ont besoin de s'approcher de la feuille pour mieux lire. Oui. Alors, il suffisait, par exemple, de mettre une bonne taille de police et tout le monde le voit. Ouais. Ou de pouvoir modifier la taille, le cas échéant. Voilà. Donc, l'accessibilité, on pense en priorité pour les personnes handicapées, mais qui, au final, ça profite à tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'il y a des choses où on se dit, les gens vont se débrouiller. Alors qu'en fait, non, on peut essayer de réfléchir de manière à leur faciliter la tâche. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a vraiment des spécialités à ce sujet qui se développent. Il y a une spécialité d'expertise en accessibilité numérique et on peut suivre des formations dédiées et avoir une certification pour pouvoir mettre en place des choses autour de l'accessibilité. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas assez développé. Alors, il y a la loi. Il y a la loi du 11 février 2005 qui garantit l'égalité des chances, qui garantit l'accès aux lieux publics, mais aussi aux contenus numériques. Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Ça fait 20 ans, quoi. L'année prochaine, ça fera 20 ans, oui. Bah, comme quoi, hein, de toute façon, les choses prennent du temps, de manière générale, et c'est justement en donnant de la voix comme tu le fais que au moins c'est un pas de plus, en espérant que le chemin se fasse plus vite. Et grâce à Paris Web, ça m'a vraiment petit à petit m'aider à conforter que je pouvais donner des conférences. Et puis un jour, il y a une personne qui m'a contacté sur Twitter. À l'époque, ça s'appelait Twitter, hein. Qui m'a dit, voilà, tu as tweeté, c'est super intéressant, hein, et tu voudrais pas venir donner une conférence. Donc ça, c'était après que tu as déjà fait une conférence? Oui, moi j'étais limitée à Paris Web hein, parce que je me sentais bien et safe. J'envisageais pas d'aller plus loin. Ouais, c'est intéressant, ouais. Et en 2021, donc un des lauréats de Boxing Days de Luxembourg, tu m'avais contacté, me disait mais tu as écrit sur le speech to test, tu voudrais pas en faire une conférence? Moi, faire une conférence à Luxembourg? Non. Et Pierre-Antoine, il m'a dit, mais si, tu peux le faire. Oh, et je vais ailleurs où je connais personne, qui est à Luxembourg de ce roi, et je vais m'en sortir. Pierre-Antoine, il m'a dit, mais oui, tu vas très bien t'en sortir, t'as des choses à dire, vas-y. Bon, ok. Et je suis allée, et là-bas, j'ai fait la naissance de Marcy Erika Charrois, qui est une conférencière très connue dans notre milieu, qui parle beaucoup sur l'inclusion dans la Terre et l'importance de l'inclusion. Et elle a assisté à ma conférence et elle m'a dit, mais tu dis c'est génial, c'est super intéressant, tu devrais postuler à d'autres conférences. Mais où ça? Je dis, mais si, tu peux parler à Lille, Toulouse, où tu peux aller. Et c'est là, j'ai découvert, il y avait d'autres conférences. Bien, ici, je m'étais limitée à Paris Web et Mixit, qui était organisé par notre ami Romain Réori, Alexandre. Exactement. Et donc, c'était les deux seuls je connaissais et je réalisais pas, il y avait d'autres conférences partout en France. Et Marcy, elle m'a vraiment encouragée à postuler à d'autres conférences, de vraiment sortir ma zone de confort. Ça n'a pas été évident, mais on a de l'encouragement, ça fait pousser un peu les ailes. C'est très intéressant et, on va dire, représentatif du chemin de beaucoup de personnes qui se sont dessinées à partir de certaines conversations qui ont eu lieu. Peut-être que même vous, je dis vous, toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter sur un changement, des fois on le sait pas qu'on a envie de faire ça. Ça ne reste qu'une idée, quelque chose qui est enfoui chez soi
Il y a juste une personne qui croit un peu plus en nous qu'on ne croit en nous-mêmes à un instant T, et ça nous donne la petite impulsion pour pouvoir le faire. En tout cas, c'est ce que j'entends. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est pas devenir conférencière petit à petit. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir à faire partager tout ce que j'ai appris aux personnes qui assistent à mes conférences, que ce soit sur le sujet de l'accessibilité numérique ou l'intelligence artificielle au service de l'accessibilité, le handicap en général. Voilà, c'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur parce que on parle beaucoup d'inclusion, mais concrètement, est-ce qu'on fait pour l'inclusion? Et donc, il faut donner des petites graines pour faire germer voir des choses. les idées germer et voir des choses grandir et tout ça. Et c'est vrai, en hors de mes interventions, j'ai eu 1-2 personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais moi aussi, je suis sourde et je pensais pas voir une oratrice sourde sur scène. » C'était toi, il y a quelques années, c'est ça? Ouais. C'était dingue, hein? C'est dingue. Et la boucle est bouclée, en fait. Voilà, malgré moi, je suis devenue une rôle modèle. Chose que je n'ai pas voulu, mais je l'accepte parce que je me suis rendu compte de l'importance d'être un rôle modèle. Se prouver on existe, on est là, on n'est pas forcément défini par notre genre ou par notre handicap, et on peut tout à fait réussir sa carrière dans de bonnes conditions. Et je trouve que c'est super important ce que tu dis, c'est qu'en fait, prendre sa place, donner de la voix, c'est une manière de raisonner avec d'autres personnes qui, à ce moment-là, n'osent pas, mais qui vont se reconnaître en toi. Et c'est comme ça qu'on génère un changement chez les gens aussi. Tout à fait. Surtout, il y a le syndrome de l'imposteur qui trône souvent. Ah, celui-là. Je te cache pas, on l'a tous et toutes. Hein, il y a toujours cette voix intérieure qui te dit t'es pas légitime. Et avec beaucoup de recul, et notamment grâce à mes collègues de Oud et des Hub et ensuite Chaudot, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, de me dire oui, je suis légitime, j'ai des compétences. Voilà, ça fait 12 ans que je suis dans le métier, je suis une jeune senior, on va dire. Une jeune senior. Et si je peux enseigner ce que j'ai appris, c'est avec plaisir. Hein. Parce que on a toutes et tous notre place dans le secteur, notamment dans la tech, parce que c'est vrai que la tech est très majoritairement masculine, et on manque cruellement de diversité, et c'est bien j'imagine que Florence t'en a parlé, en disant 35% des femmes avant 35 ans quittent la tech, et c'est même des chiffres alarmants. Si on les fuit, comment on peut avoir des équipes diversifiées? Donc, c'est important de collaborer tous ensemble pour s'assurer que tout le monde puisse travailler ensemble. Et créer des produits qui correspondent à tout le monde aussi. C'est ça. Il y a une question qui me trotte dans la tête, c'est la toute première conférence que tu as faite. Est-ce que tu peux nous raconter les quelques minutes avant de monter sur scène à ta première conférence? Je me souviens d'avoir été très stressée ce jour-là. Ça ressemble à quoi quand toi tu es stressée? J'avais des palpitations, mal au ventre, j'avais des doutes, je me disais est-ce qu'on va me comprendre, parce qu'il faut savoir, j'avais pas du tout confiance en ma voix. Ouais. J'ai un accent, on va dire un accent de surdité, et c'est vrai que c'est une chose dont j'ai pas su assumer pendant un bon moment. Je savais que les gens me comprenaient, je parlais bien, mais j'avais toujours ce doute. Et cette voix-là, je l'ai apprivoisée tout récemment, depuis que j'ai fait le programme Éloquence pour la différence il y a 2 ans. Ça correspond à quoi, ça? Alors, c'est une association Éloquence pour la différence, une association qui permet de donner la voix aux personnes handicapées, d'apprendre l'éloquence. Okay. De leur donner la voix, de leur apprendre à apprivoiser leur voix, de leur montrer même si tu as un handicap, tu peux être éloquent. C'était spécifiquement ce qu'il te fallait. Ah oui, et ce jour-là, j'ai appris pendant ce programme pendant 6 semaines à 8 semaines, donc c'était vraiment intense. J'ai suivi des masterclass sur la voix, sur l'alimentation, sur la position en m'en parlant en public, etc., qui m'ont fait conscience de plein de choses. Et surtout concernant la voix, parce que pendant toutes ces années, j'ai fait même 20 ans d'orthophonie, on m'a appris à parler.
On m'a appris à entendre, mais on m'a jamais expliqué comment fonctionnait ma voix. Ah oui. Comment la machine, les ondes vocales fonctionnent. Donc, je suis passée par des méthodes où, à l'époque, c'était, il fallait à tout prix apprendre à parler, peu importe comment. Et lors de cette masterclass, j'avais 2 orthophonistes qui étaient là, spécialistes de la voix, qui ont dit, voilà comment les ondes vocales fonctionnent. Et ils ont fait un schéma pour dire, voilà, le son, il passe par là et faut que vous soyez bien positionné pour que votre voix se porte. Ça a déclenché plein de choses pendant ce programme-là et donc il y a eu plusieurs semaines d'ateliers de masterclass suivis d'un cours et franchement c'était une bonne expérience et j'encourage beaucoup de personnes à postuler à ce programme parce que au départ l'association était Éloquence pour le bégaiement. C'était Mouna qui lui-même une personne qui bégayait. Ok. Qui avait fait l'éloquence dans son école et qui a eu cette expérience-là et qui a voulu apprendre l'éloquence aux autres. Donc, il a créé des programmes d'abord à destination des personnes tibétaines. Et donc, la première année où j'ai eu la chance de faire partie, ils avaient décidé d'ouvrir le programme l'éloquence à d'autres différences, dont la surdité, la vue, la trisomie 23 et l'autisme. Et c'était tout nouveau et ça nous a permis à chacun et chacune de nous exprimer, à nous apprivoiser. Les groupes étaient mixtes handicap, entre guillemets? Non, c'était chaque groupe par handicap parce que nos besoins sont pas du tout les mêmes. Ouais, d'accord. C'est vraiment des cours vraiment spécifiques parce que la façon d'enseigner, c'est pas du tout les mêmes. Et depuis ce programme, on m'a demandé de faire partie du CA. Ok, super. Parce que ils avaient besoin de diversité dans le CA. Donc, si je pouvais représenter les personnes sourdes et malentendantes à l'éloquence, voilà. Donc, je fais de la pub à cette association. Bah super. Et depuis, on a ouvert plein de programmes. En ce moment, se déroule le programme Jeunes éloquents pour donner envie, surtout donner confiance aux jeunes qui subissent beaucoup de moqueries au sujet de leur voix, qui subissent du harcèlement et du coup, ils manquent cruellement confiance en eux. Et le programme Jeunes éloquents va justement leur permettre de donner des armes, de leur permettre d'apprivoiser, de leur apprendre à être davantage confiants, de gagner en confiance parce que c'est important et j'ai un doute que ce programme va réussir et va trouver beaucoup d'héros en ces jeunes. Et c'est super important de voir que prendre sa place, donner de la voix et travailler sur ça, ça aide énormément à l'identité de chacune des personnes pour qu'elles puissent s'exprimer plus pleinement plutôt que d'aller dans la masse. Il y a un peu ce paradoxe on demande aux gens d'innover, d'être différents, d'accepter la différence, et en même temps, on dit qu'il faut faire tous pareil pour pas trop faire de vagues. Et je trouve ça toujours dingue. On nous a appris à nous faire petits. Exactement. Et j'ai toujours pensé l'éloquence c'était réservé aux élites. Et je me souviens de Virginie Delalande qui a fait le grand oral devant des millions de téléspectateurs en montrant son éloquence. Je me suis dit, mais c'est juste incroyable ce qu'elle avait fait. Et je la connais très bien. J'ai grandi avec elle. C'est Virginie, le monde des personnes sourdes et malentendantes est petit. Du coup, on est pas mal entre nous. Et c'est vrai, voir Virginie qui a eu le courage de tenir de la voix parce que justement, notre voix, c'est quand même notre point faible. Surtout, on a une voix atypique, une voix avec un accent. Apprivoiser, mine de rien, malgré des heures et des heures d'orthophonie, malgré des années d'orthophonie, avoir confiance en sa voix, c'est pas une chose évidente. Alors, avec une personne qui bégayait, une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, tenir la voix, ça peut se révéler un challenge. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, grâce à ça, tu as fait partie de l'élite. Maintenant, tu fais partie de l'élite de la France, c'est ça? Non, pas du tout. Mais j'aime bien dire que l'éloquence, c'est pas réservé aux élites parce que tout le monde peut accéder à l'éloquence. Heureusement, et maintenant, il y a des programmes qui existent pour donner justement les moyens d'être éloquents.
Parce que c'est parler au public, c'est quand même un exercice difficile. Et tu m'as demandé comment je me sentais ce jour-là, la première fois quand j'ai donné cette conférence. Je ne savais absolument rien. Je n'avais pas du tout confiance en moi, mais je savais une chose. J'avais des choses à dire, mais je savais pas comment transmettre. Et donc, justement, avant de monter sur scène, donc tu étais dans tous ces états-là. Quand tu as été sur scène, comment ça s'est passé alors cette première conférence? Pour être franc, je me souviens absolument de rien. Tu sais que ça a eu lieu. Il y avait le avant, le pendant, il y a un blackout. C'est ça. Je me souviens des amis qui étaient là au premier rang pour me supporter. C'était mes fervents supporters. Ils étaient là, voilà. Ils disent, oui, je voyais hier sur le live, dit, oui, je suis d'accord avec Eddie. Voilà, entre amis, tout ça. Et ça m'a donné vraiment confiance en moi de continuer. Et c'est vrai, par moments, j'ai eu des moments de suspense, enfin de stress, de choses comme ça. Ouais, d'hésitation, voilà. Mais je me suis pas laissé démonter. Et c'est le principal, hein. On se rend pas compte que quand on est sur scène, il se passe plein de trucs. Il y a ce que les gens dégagent à l'extérieur, mais dans la tête, il y a des doutes. Moi, j'ai fait une conférence, tu vois, maintenant c'était quoi, en juin, je crois, où j'ai fait une phrase et quand je le faisais en répétition dans ma tête, je le faisais de manière naturelle et donc je réfléchissais pas trop quoi quand je le faisais. Et dans cette conférence-là, du coup, c'était une keynote d'ouverture en plus. J'ai fait cette phrase-là et au milieu, je ne sais pas pourquoi, je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce que les mots sont dans le bon sens? Et du coup, ça m'a fait bugger totalement. J'ai pas réussi à faire la phrase 4, 5 fois, 6 fois. Et après, comment tu gères ça, quoi? Et je me rappellerai de ce moment parce que il se passe quelque chose dans ta tête, quoi. En tant que conférencier, tu dois gérer ta voix intérieure et en même temps réussir à partager le message que tu as pour les gens, quoi. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, c'est il y a cette dimension de tu crées une conversation avec un public. Et avant, il n'y avait pas cette conversation sur les sujets que tu amènes. Et maintenant, tu incarnes vraiment le message que tu veux faire passer. Et vu que c'est bien reçu, c'est encore mieux parce que ça veut dire que ça se diffuse encore plus vite. Et c'est vrai. Chapeau en tout cas. C'est vrai, mais contrairement à toi, je n'ai pas fait de ignote, donc j'imagine que c'est une pression supplémentaire. C'est un message qui est envoyé aux conférences. Emmanuel n'a pas encore fait de keynote. Mais j'ai fait une TEDx. C'est vachement bien déjà aussi. Hein. C'est déjà très bien. C'était une sacrée expérience parce que c'était Alban qui m'avait conseillé de faire une TEDx et qui m'a aidé à postuler. Et c'est vrai, c'est tout un autre niveau de faire passer un message d'inclusion dans un TEDx. C'est vraiment un moment très fort dont je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'ai hâte de voir la vidéo. C'est pas en disponible. C'est pas encore disponible? Non, c'est pas en publié. J'ai fait TEDx en juin. Ah oui. Donc, il faut plusieurs mois, j'imagine, de montage avant que ça soit disponible. J'ai hâte de l'avoir. On attend ça avec impatience pour voir ça aussi. Donc, le TEDx, ça surpasse un peu la ignote. Hein. C'est un autre niveau. Là, tu es encore plus dans l'élite pour moi quand tu as fait un TEDx. Moi, je n'ai pas encore eu cette chance-là. Je ne sais pas si j'ai le courage de le faire, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour ça arrive. Parce qu'effectivement, le fait de partager un message comme ça, je trouve que c'est une manière d'influencer le monde dans le sens que toi, tu cherches à amener à l'extérieur. Et je trouve qu'en fait, c'est extraordinaire pour amener un changement qui passe par l'inspiration. C'est vrai, c'est vrai. Et j'avais beaucoup de pression ce jour-là parce que je me disais, il fallait pas je me loupe. Malgré les répétitions, je me sentais observée, je me sentais, c'est quand même une sacrée scène, mais c'était organisé par une école, le ISC Paris, une école de commerce. Ouais. Et vraiment, c'était un honneur pour moi d'être invitée, de pouvoir parler sur des sujets qui me tiennent à cœur, parce que justement, le sujet, c'était autour de l'IA. Alors moi, parler de l'IA au service de l'accessibilité, au service du handicap, j'étais tout à fait dans mon élément. Mais malgré moi, j'avais quand même l'impression pour réussir à faire passer le message. Comme toujours, hein, on se met toujours la pression. Et c'est important parce que ça veut aussi dire que tu voulais apporter quelque chose de qualité en étant pleinement toi. Donc c'est super. Tu as évoqué un thème là que j'ai pas envie de laisser filer parce que tu disais dans ton passé, dans ta jeunesse, il n'y avait pas autant de technologies qui te permettaient justement d'avoir accès aux éléments. Aujourd'hui, l'IA arrive
Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour d'autres personnes qui ont pu avoir des problèmes? Beaucoup de choses. L'IA, notamment générative, permet justement d'aider les personnes handicapées à réaliser leurs tâches parce que c'est pas toujours évident. Notamment, moi, par exemple, j'utilise des sous-titres automatiques pour suivre les réunions, même si j'utilise un outil géré par des vraies personnes, mais la prestation, le prestataire n'est pas tout le temps disponible. Je peux pas tout le temps le solliciter, donc des fois, j'utilise des outils de sous-titrage automatique. Mais ce n'est pas toujours fiable. Il y a pas mal d'erreurs, donc il faut faire quand même une surveillance mentale pour déchiffrer. Il y a des erreurs et en mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie. Néanmoins, chaque jour, il y a des progrès, ça évolue et c'est vraiment très impressionnant. Et j'utilise aussi tous les outils comme la reformulation du texte parce que même si j'ai un bon niveau de français, des fois, je mets pas les bons dans le bon sens. Je fais des phrases qui n'ont ni tête. Et qui ont du sens pour moi, mais pas forcément pour les autres. Je comprends. Donc, le fait que l'IA m'aide à reformuler en gardant ma patte, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font, ça me félicite. Et je vois d'autres personnes handicapées qui utilisent l'IA pour d'autres choses, notamment pour la reconnaissance des objets, la reconnaissance des émotions, pour détecter les éléments qu'elle ne pourrait pas voir. Vraiment, c'est... et puis, dicter les choses, ils ne peuvent pas utiliser, passer par l'écrit. L'IA, elle permet de faire énormément de choses à condition d'en servir comme un outil. S'il faut garder ça bien en tête, l'IA n'a pas pour vocation pour régler vos problèmes, d'être la réponse à vos prières, de résoudre vos problèmes, et surtout, c'est pas votre ami. Parce que on est des personnes qui confient tout leur secret à l'IA et qui disent mais l'IA c'est ma confidente, elle me comprend, elle me rassure et elle leur pose des questions, me dit explique-moi c'est ça. Et le problème de l'IA c'est elle n'est pas objective, elle n'est pas omnisciente et des fois elle peut dire des choses fausses. Donc on peut perdre l'esprit critique. Au contrario, c'est quand même l'IA. Ouais, l'IA n'est pas une solution pour la santé mentale. Il faut toujours vraiment contacter les personnes compétentes. On a des problèmes psychologiques et l'IA elle va pas résoudre vos problèmes de santé mentale. C'est de ça qu'il s'agit parce que les personnes qui sont pas dans la tête croient que l'IA a raison et a la réponse à tout parce qu'elles ne savent pas comment c'est fait derrière. Alors, on sait bien l'IA a des biais, des idées préconçues, par exemple du handicap, une vision très étriquée du handicap. Je savais pas ça. Ah oui, non, mais j'essaie de demander à l'IA de me faire des belles images en tant de personnes sourdes. Il n'arrive pas à dessiner des appareils auditifs correctement, c'est juste un truc de fou. Et du coup, ça se ressemble à quoi alors? Des appareils très futuristes. Avec des antennes partout. La première fois, j'avais demandé à Midjourney, généralement une personne sourde, une femme sourde, et elle a dessiné des vieilles dames. Et suite après toi, j'ai l'air d'être une vieille dame. Non, mais c'est marrant de voir les liens de cause à effet que l'IA a fait. Et c'est là où je te rejoins et c'est la beauté de ce que tu dis. C'est que dans la tech, malheureusement, le syndrome principal, c'est d'avoir ce syndrome de la baguette magique. On a l'impression que ce truc-là, voilà, ça va changer ma vie. Ça va me faciliter les choses, mais pas au sens où je vais faire quelque chose et ce truc-là va me permettre d'aller soit plus vite, soit faire mieux, ou etc. C'est je n'ai rien à faire et le truc va se faire tout seul. C'est ça. Et ça, c'est le problème principal qu'on voit dans les entreprises. Typiquement, on le voit dans les projets. On se dit, il y a ce nouvel outil, il y a cette nouvelle méthode et voilà, ça va changer le fait qu'on livre plus vite ou mieux, ou etc. Tu vois, dans le monde de l'agilité, typiquement, c'est ça. On a pris ce truc-là, on s'est dit, OK, maintenant on l'applique. Souvent, on l'applique mal, mais c'est pareil. Mais en fait, on n'adresse pas les vrais problèmes. Et si on n'adresse pas les mêmes problèmes, du coup, on change rien. On a tendance à oublier l'IA, elle est là pour vous aider à réaliser certaines tâches, mais elle va pas faire tout à votre place. On aura toujours besoin des personnes pour perfectionner les solutions. Par exemple, je prends un exemple tout simple. On peut demander à l'IA de sous-titrer ou transcrire une vidéo ou un podcast, mais pourtant le résultat sera correct. Ça dépend du contexte, ça dépend des personnes qui parlent,
Moi, je sais, quand je prends la parole, l'IA va avoir beaucoup de mal à me transcrire. Je te dis tout de suite, quand tu vas utiliser cet outil, tu vas avoir beaucoup d'erreurs. Je te souhaite bon courage pour corriger. Je te remercie par avance. C'est pour ça que je dis toujours, c'est important de vérifier ce que l'IA produit et de corriger derrière les erreurs de l'IA, de corriger les erreurs de transcription, de sous-titrage. Et j'aime bien dire que l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine rend l'expérience meilleure. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est super de le rappeler. Et je pense que il ne suffira pas que d'une fois. Et il faudra le rappeler de manière continuelle pour éviter justement les dérives. Sinon, on va devenir esclave des machines, si ce n'est pas déjà le cas, encore une fois. Et oui, effectivement, hein, je me disais que la transcription serait compliquée. Moi qui commence à le faire, mais je le fais parce que je sais que c'est important et je veux justement que ton message puisse aussi accéder à toutes ces personnes et les autres interviews que j'ai faites aussi puissent y accéder. Et maintenant que je commence à faire les transcriptions, je me rends déjà compte que il y a à peu près, je crois, 95% des choses, tu vois, et où il te dit c'est à peu près OK. Mais même avec 95% de choses correctes, je mets à peu près 2 fois le temps de mon temps de podcast. Et vu que moi j'ai décidé de pas faire des podcasts courts, je peux te dire qu'effectivement, ça me prend du temps. Donc, je penserai beaucoup à toi quand je je suis totalement consciente. Utiliser un outil automatique, ça me permet même de faire gagner du temps parce que il y a la transcription et il y a la synchronisation qui est faite. Donc, il n'y a pas à faire tout faire manuellement. C'est juste la correction, ça prend du temps, deux fois plus de temps. Exactement, ouais. Et de faire manuellement. Donc, il y a des personnes qui préfèrent le faire tout manuellement parce que des fois, ça va plus vite, mais en même temps, enfin, il faut trouver la bonne astuce, le bon outil qui convienne pour pouvoir réaliser sa tâche comme on veut. Puis ça dépend comment on fonctionne. Il y a plein d'aspects de contexte. Et je trouve que ce terme-là est super important parce que quand on veut déclencher un changement quel qu'il soit, on veut s'appuyer sur des outils, des méthodes, des process, et on se rend pas compte en fait de l'importance du contexte. Tout à fait. Et en plus, l'IA, elle fonctionne à un certain nombre d'échantillons on lui a donné. Et l'IA n'a pas appris à comprendre les personnes qui ont des voix typiques ou des accents. On a pris la majorité des personnes qui se foutent dans le moule. Donc, forcément, c'est notre partie de la population, on n'a pas pris en compte. Tu te souviens sûrement de l'affaire des reconnaissances faciales qui ne reconnaissent pas les personnes noires. Oui. Parce que les algorithmes étaient faits par des hommes blancs. Et moi, j'aime bien dire, il faut le dire, hein, souvent les algorithmes sont faits par des hommes blancs valides parce qu'ils ne prennent pas non plus l'aspect du handicap. Ouais. Et ces sujets issus de la minorité, de la diversité sont souvent sous-estimés. Et c'est pour ça que j'encourage, il y a davantage de personnes handicapées dans la tête, davantage de femmes dans la tête, de personnes racisées dans la tête, pour pouvoir justement réduire les biais, réduire les inégalités dans les échantillons, dans les produits. Et améliorer finalement la qualité des produits au final. Au final. Bah super, merci beaucoup pour tout ça. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière séquence de ce podcast. Donc, j'aurais encore eu plein de questions, mais effectivement, je pense que ça peut valoir la peine qu'on passe à cette fin de... Il faudra peut-être que je revienne alors. Exactement. Mais attends que je fasse la transcription d'abord de cet épisode-là. Bon courage. En tout cas, tu peux me solliciter hein, si tu as besoin. Je relise. Merci bien. Donc, comme je t'avais expliqué en arrivant, pour créer ta curiosité, surtout, j'ai des cartes sur cette table-là qui ont été présélectionnées, rien que pour toi. Mais en plus, pour toi, un truc spécifique que j'ai pas encore fait avec les autres invités, tu as des cartes avec différentes couleurs. Donc, tu ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. En vrai, ça change pas grand-chose. C'est juste une question de couleur. Et donc, ce que je vais te proposer, c'est que tu vas mélanger les cartes, sans les regarder, bien évidemment. Oui, je ne triche pas. Non, tu triches pas. Il n'y a pas vraiment moyen de tricher, en vrai. Et tu en sélectionnes une. Je prends la bleue parce que c'est ma couleur préférée qui m'a porté chance. Ah, très bien. Donc, tu vas la lire. Donc, tu peux la lire à haute voix. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui dans le monde, qui serait-ce? Oula! Ça, c'est une question existentielle. J'en ai une idée. Franchement, je vais être franche, il y a un nom qui me vient à l'esprit. Ouais, il n'y a rien qui te vient à l'esprit. J'imagine que ce serait une personne qui serait en accord avec mes valeurs, avec qui je pourrais débattre sur les
sujets de philosophie, sur les sujets existentiels, voilà. Mais j'en ai aucune idée. Il n'y a rien qui te vient à l'esprit. Bon, c'est pas grave. C'était l'occasion de se poser la question. Ce que je te propose maintenant, du coup, celle-là, tu la mets de côté. C'est que tu vas en sélectionner 2 au hasard. Et une verte, une verte, une bleue, ok. Donc, tu vas lire les 2. Et après, tu vas décider à laquelle tu veux répondre. Okay. Et le paysage te font vibrer. Si ta vie était un conte de fées, quel en serait le titre? Oula! T'as pas choisi des questions faciles. Non, mais je les ai choisies pour toi. Alors, je vais choisir les paysages qui me font vibrer. Ok. J'ai eu l'occasion de réaliser un rêve il y a 2 ans. Super. C'est de visiter l'Égypte. Oh, super. Et tout mon enfance, j'ai rêvé des pyramides, de l'Égypte, de l'Antiquité. Ouais, c'était un sujet qui me tenait énormément à cœur. Et puis surtout, j'avais une orthophoniste qui était passionnée par l'Égypte. Ah, ça aide. Et elle voyageait beaucoup. Du coup, elle me racontait des tas de choses. Et j'ai pu passer par une agence pour visiter l'Égypte. Et j'ai vu des pyramides, des temples, des paysages mais magnifiques et qui m'a fait énormément vibrer. Ouais, ça a vraiment été à la fois un rêve et puis une belle découverte. Complètement. Aujourd'hui, je garde ces souvenirs qui me tiennent énormément à cœur. Et la deuxième chose, c'est que j'adore les couchers de soleil et les levées de soleil. Pour moi, le coucher et le lever de soleil, ce sont les moments magiques, les moments dont je savoure, c'est le plus beau moment qu'il y a sur Terre, qui me fait penser qu'on est si petit sur Terre. On est une personne face à une immensité du monde. Et ce coup-là, c'était transmis ma grand-mère parce qu'elle me racontait à Trouville, quand le soleil se couchait, j'avais le visage collé à la vitre. Et je regardais le coucher de soleil et je hontais jusqu'à je voyais plus le soleil. Ouais, ça doit être long. Je suppose. Mais cette passion-là ne m'a jamais quitté et j'ai toujours apprécié ces moments-là. Et j'ai eu des rares fois où j'ai vu des éclats vertes au coucher de soleil et c'était waouh. Et mon premier lever du soleil, c'était juste incroyable. C'était où? À Masada, en Israël. Ouais. Et en cours d'un voyage, j'ai vu Masada et voir le soleil se lever à 4 heures du matin, on va dire. C'était très, très tôt. Parce que jusqu'ici, je n'avais jamais vu. Et c'est un plus beau le coucher de soleil. Parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais, parce qu'il se lève très tôt le matin. Et à Paris, c'est pas fait pour. Hein. C'est pas fait pour, effectivement. Et donc, dans des conditions comme ça, Masada, à l'horizon, attendre frileusement, de voir quand est-ce qu'elle va se lever, et puis voir les premiers lueurs, et puis se lever, mais c'est juste voir le paysage devenir tout rouge, tout orange, jaune, et puis se lever, faire sa vie. C'était juste incroyable. Merci de nous partager ces belles images, parce que je l'ai imaginé pendant que tu le décrivais, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on va en faire une dernière. Mais pour cette dernière, tu vas en sélectionner 3. Ok. Sauf que tu vas me les donner. Donc tu sélectionnes les 3, c'est moi qui vais choisir. Ok. Donc je vais te les lire. Je te sens très à l'aise. Seulement pour la première question, je ne suis pas su répondre. Alors, je vais te regarder pendant que je lis la question. Donc, il y en a 3. Hein. Je vais d'abord te lire les 3 et puis après, on va sélectionner. Cite une personne qui t'inspire en ce moment et pourquoi. Ok, tu as l'air bien trop à l'aise. Deuxième question. Où aimerais-tu aller en vacances les 12 prochains mois? Et qu'aimerais-tu y faire? Ok. Et la dernière. Ah, moi j'aime bien celle-là. C'est raconte-moi la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères? Moi, j'aime bien la dernière parce que j'aime bien la formulation. Mais au-delà de ça... choisis la dernière. La dernière fois, ce que j'ai fait pour la première fois. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit parce que c'est vrai, délice, c'était quelque chose d'unique et j'ai fait la première fois. Mais il y a des choses
Un truc tout simple. Entrer dans une librairie féministe. Ok. J'adore les librairies. Et je suis ici, je me sentais pas considérée une féministe en tant que telle parce que je mène mes propres combats pour l'inclusion, l'accessibilité. Et c'est vrai que pendant longtemps, je m'étais considérée avant tout comme une personne sourde avant d'être une femme. D'ailleurs, on me l'avait bien fait sentir pendant toutes ces années. Et ma condition de personne sourde était allée en premier. Ah, ok. Avant d'être une femme. Et poser toutes ces questions féministes, c'est pas quelque chose qui me venait naturellement. Le choix de ne pas avoir d'enfant. Et ça, je l'avais réalisé il y a longtemps. Je voulais pas avoir d'enfant, mais il me manquait des ressources et il me manquait des informations. Et j'ai eu le courage d'entrer dans cette librairie féministe pour trouver des livres qui traitaient le sujet. Parce que c'est vrai que moi, on entend des sujets très sociétals en disant oui, à cause de l'écologie, tout ça, vous faites pas d'enfants, blablabla. Il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Mon choix, c'était dû avant tout parce que je me sentais pas capable de gérer ma surdité et gérer des enfants. Il y en a très bien qui y arrivent, mais c'est une charge mentale. Je me vois pas supporter parce que déjà la charge mentale, elle est là au travail. Alors, avoir une charge mentale en s'occupant des enfants, c'est très compliqué. Je vois bien avec ma sœur qui a 3 enfants. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et c'est un choix, c'est un vrai choix. Et c'est aussi courageux de choisir d'aller dans un sens que d'aller dans l'autre. Ce qui est important, c'est de l'assumer au final. C'est ça. Et on m'avait conseillé plein de librairies féministes, mais je me sentais pas légitime. Bien sûr, j'ai consommé des articles féministes, des vidéos féministes, mais aller moi-même chercher l'information, de s'intéresser, de trouver des ressources très spécifiques, c'est un pas de géant pour moi en fait. C'est de me sentir en tant que femme, ben oui, j'ai le droit de faire mes propres choix. J'assume plein de choses, mais après, c'est vrai, j'ai souvent des doutes, j'entends souvent des réflexions. Et on m'a trouvé des arguments par rapport à ça. Et trouver la réponse dans les livres, ça peut aider. Et comme je disais à la libraire, mais je pensais pas trouver les genres de livres que je voulais dans une librairie féministe. Parce que c'est vrai, j'avais cherché ça dans les librairies normales et il y avait pas toutes ces réponses. Ouais. Mais de rien, c'est quand même quelque chose de nouveau. Toutes les informations sont là sur Internet. Mais on entend tout et n'importe quoi, comment s'y fier, comment être conseillé. Et si on peut être conseillé par des libraires avec des livres qui peuvent t'aider, c'est juste énorme, mine de rien. Bah, c'est une belle première fois. C'était courageux et c'est pour ça que j'aime cette question-là parce que on se rend plus compte que à chaque fois qu'on fait quelque chose pour la première fois, c'est en fait un acte de courage que l'on a eu parce qu'on sort de notre zone de confort. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, merci en tout cas pour ce partage. Merci. Si les personnes veulent discuter avec toi, continuer un peu cette conversation, voire même découvrir quelle était cette librairie féministe, parce qu'on va pas le dire, comment est-ce qu'on fait pour te contacter ? Alors, je suis très joignable sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Je vais plus du tout sur Twitter X pour des raisons on connaît. C'est voilà, et au final j'aime bien être sur LinkedIn pour partager des messages de l'inclusion. Je suis aussi sur Mastodon et Blue Sky qui sont des réseaux sociaux safe. Ok. Et sinon il y a des emails aussi, mais surtout ne me contactez pas par téléphone. Ne me téléphonez pas et ne me laissez pas de messages vocaux, ça ne sert à rien. Bah merci, c'est bien de l'avoir précisé. Merci Emmanuel, c'était très cool. Merci à toi Olivier, c'était un plaisir d'avoir discuté avec toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut.